Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 8e cours de cet ensemble sur le thème expérience et vérité. Et après que vous ayez pu entendre, il y a maintenant 2 semaines, une expérience et vérité, une approche théologique avec notre collègue Christophe Chalamet, qui avait pour répondant une collègue physicienne, astrophysicienne, qui était là. Cette semaine, c'est inversé, c'est-à-dire expérience et vérité, approche scientifique, et le répondant relève de notre faculté. C'est mon collègue, le professeur Jean-Daniel Macchi, qui sera répondant de Francesco Pepe, qui va nous parler pendant la première partie de séance. C'est ça. Pendant 45 minutes environ. On va voir, je ne sais pas s'il arrive à dire autant de choses intelligentes, mais on va voir. Et puis, ensuite, après une brève pause, nous pourrons discuter d'abord entre vous et puis avec toute l'Assemblée comme à la culture. Voilà, merci Guylain. Alors voilà, je m'appelle Francesco Pepe, je suis physicien, astronome à l'Observatoire de Genève, le département d'astronomie de l'Université de Genève. Et quand j'ai repris un tout petit peu mes mails, j'ai regardé le titre de cette leçon aujourd'hui, je me suis dit, mais quelle mouche t'a piqué? Pourquoi tu as dit oui? En quoi je me suis embarqué? Parce que vraiment, là, je suis juste un pauvre physicien. De discuter, je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à amener. Donc c'était ça mon doute. Alors si j'avais lu l'article dans le journal de l'université, j'aurais été rassuré parce que les examens vont être anonymisés. Donc je me suis dit peut-être l'enseignement aussi pourrait être anonymisé. Mais bon, j'avais pas cette information il y a quelques semaines. Alors je suis allé chez Stéphane Udry, un autre professeur astronome. J'ai dit, comment je dois approcher la chose? Je dis, mais tu montres une belle image, et puis c'est bon. Alors, je montre une belle image. Attendez, elle est où? Voilà. Ah, voilà. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une étoile. Le Soleil, c'est aussi une étoile, oui, d'accord. Mais il n'y a pas seulement une étoile là-dessus. Une exoplanète. Qu'est-ce que c'est une exoplanète? Voilà, une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Pas notre Soleil, une autre étoile. D'accord, là j'ai déjà joué la montre, 3 minutes, c'est parfait. Alors on continue comme ça. Non, mais alors, pourquoi je montre cette image-là? Parce que bon, c'est une belle image, on peut impressionner les personnes. Mais c'est pas une photo. On est d'accord? C'est une image d'artiste. Alors, voilà. Est-ce que cette image représente une vérité? Ou la vérité? C'est juste une image. En plus, c'est même pas une photo. Alors on me dit toujours, oui, mais donc on ne peut pas les voir, les planètes? Qu'est-ce que ça veut dire, voir? Donc j'avais discuté ça l'année passée. Déjà, le verbe voir, qu'est-ce que ça veut dire finalement? En termes scientifiques, c'est mesurer, observer, mais ça peut être beaucoup plus que voir avec les yeux. Donc, pardon? Alors, on peut dire qu'elle est reconstituée, mais pas à partir d'autres images. Elle est reconstituée à partir d'informations, de différentes informations, et puis on se crée cette image d'artiste, qui a des aspects qui représentent ce que nous pensons être la réalité. Voilà, donc j'ai fini déjà les belles images pour le moment, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire de plus? Et là, j'ai dû faire un parcours terrible. J'ai dû me poser des questions. Qu'est-ce que c'est la vérité, justement? Qu'est-ce que c'est une expérience? Et il y a eu un épisode qui m'a beaucoup aidé. C'était, je me suis presque bagarré avec mon épouse. Je ne savais même... Ça n'a rien à voir avec ce cours et avec la vérité. Mais bon, je vais répéter l'expérience ici. Alors là, c'est une expérience passive. Elle est tombée sur nous. Et là, je vais la répéter. Voilà. Alors, je vais mettre mon manteau. Donc, ne dites rien. OK? Alors, je vais vous poser maintenant une question. Vous devez répondre dans votre tête de manière
intuitive. OK? De quelle couleur est ce manteau? Alors, je commence par vous. Comme ça. De quelle couleur? Je dois dire? Oui. Un beige foncé. Beige foncé, très bien. Vous? J'aurais dit beige foncé. Beige foncé. Ah non. Alors, vous? Il est gris-beige. Gris, OK. D'autres? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Rayé. Ah, il est rayé, très bien. Rayé. Café au lait. Café au lait, ouh. Oui. Mais juste l'impression. Vert, très bien, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Voilà. Brun. Brun. Taupe. Taupe. De loin, je voyais en kaki. Oh, très bien. OK. Moi, je Mais vois de loin. beige. Beige. OK. On a eu tout. Quelqu'un veut s'exprimer encore? Non. Gris. Très bien. Ça, c'était ma définition. Et c'est là où on s'est bagarré avec mon épouse. Elle a dit, mais non, mais jamais c'est du gris, ça. Mais c'est impossible. C'est du brun. Alors, on avait réduit à 2 couleurs, brun ou gris. Alors, il y a ma belle-fille qui passe. Ah oui, mais c'est brun. Puis il y a mes 3 fils. Non, mais c'est gris. Non, mais c'est du brun. Voilà. Donc, quelle est la vérité? Alors, j'ai eu une approche un peu scientifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça aurait été... Mais bon, est-ce que dans ce cas, la statistique, la majorité va donner la vérité? Non. Je ne suis pas sûr. On ne sait pas. J'ai fait une autre chose. Alors, selon la longueur d'onde, c'est un des paramètres. D'accord? Mais ce n'est pas encore une réponse ou une approche. Bon, j'ai pris mon iPhone, il y a des applications qui reconnaissent les couleurs. Donc j'ai regardé, il m'a dit à 90% gris, et puis après il y a du taupe, il y a un peu de tout. Mais bon, alors j'étais super content. Ma femme pas. Parce que ça a dit gris. Mais bon, toute cette discussion, ça m'a vraiment amené à réfléchir, voilà, qu'est-ce que c'est la vérité? Parce que on a besoin, presque synonyme, on dit la vérité, c'est une certitude. On doit être convaincu, ça doit être convaincant, sinon ça peut être pas une vérité, mais on était tous tellement convaincus. Donc, est-ce que c'était déjà plusieurs vérités? Quelle était la vérité? Comment on pouvait approcher la vérité dans ce simple exemple-là? Alors, voilà. Je me suis fait une image, et ça, c'est l'essentiel de ce que j'ai trouvé dans mon parcours de ces dernières semaines. Cette slide-là, je vais la construire un après l'autre avec vous. Donc, voilà ce que je m'imagine, d'accord? Il y a une vérité qui décrit notre univers. Dans notre univers, il y a notre Terre, mais il y a plein d'autres choses, les couleurs, il y a des animaux, l'humain, il y a d'autres étoiles, d'autres galaxies, tout ça. C'est tout des bouts de réalité de fait, de réalité objective. Alors, je ne parle pas encore de ce que nous, on suppose que ça existe. Donc, je l'appelle la vérité, un ensemble de faits ou de réalités objectives. Bon, cette réalité nous parle. Nous interageons constamment avec cette vérité. Elle nous envoie de l'information sous tous différents types de manières, types d'informations. Comment nous recevons cette information? Ou l'expérience, si vous voulez. Mais à travers des sens, la vue, le toucher, l'ouïe, ou des instruments scientifiques, si on va dans l'autre extrême, que j'appelle instruments, filtres. C'est des filtres. Pourquoi des filtres? Parce que ça laisse passer seulement
une partie de l'information. On sait, voilà, c'est les fréquences du son ou la lumière, les longueurs d'onde. Vous avez parlé avant de longueurs d'onde. Donc j'appelle ça des filtres, des instruments, des filtres. Ça peut aussi être nos sens. Puis, de l'autre côté, cette information, elle est donc filtrée et nous recevons ici des bouts de puzzle de cette vérité. Bon, des fois, nous faisons des erreurs de mesure où nous entendons pas la bonne chose. Donc l'information peut nous arriver un peu tordue, pas complètement correcte. Et puis, des fois, le signal n'est pas très clair. OK? Alors, il y a du bruit. Dans la mesure scientifique, il y a toujours du bruit. Une mesure n'est jamais propre. Il y a toujours du bruit. C'est le petit nuage là. Et donc, nous avons notre vérité. Notre vérité, c'est un sous-ensemble de ces faits. Et en plus, c'est un sous-ensemble de faits subjectifs. Parce qu'ils ont passé à travers les filtres que nous avons ou que nous avons imposés à cette expérience. Voilà. Donc jusque-là, je peux dire, ça c'est l'expérience, ou une partie de l'expérience. On arrive là à nous faire, à partir de ces expériences-là, on arrive à se faire une image de la vérité ou des faits. Bon, mais heureusement, on est des humains, et ce qui nous distingue, en tout cas c'est ce que je pense, de l'animal, c'est la curiosité. Alors, on n'est pas content. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On les voit, mais on ne comprend pas. Une éclipse du soleil, il y a 3000 ans, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est une expérience incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Un Dieu qui est en train de cacher le soleil, tout ça. Et on veut comprendre. Or, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui se bloquent, et d'autres qui disent « Non, mais je veux comprendre ». Donc, il y a un questionnement qui se produit. Ce questionnement, c'est là où j'arrive petit à petit dans l'approche scientifique, la méthode scientifique, ce questionnement nous amène à poser un problème. On va poser un problème. Déjà, j'ai fait l'exemple du manteau avant. Bon, je dois définir les couleurs. Parce que pour vous, un taupe peut être légèrement différent de chez moi, ou le brun. Donc déjà, il y a une définition à faire. Il faut que je fasse ça d'une manière très, très précise, pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas de doute sur la définition. Je ne fais pas encore d'expérience, juste je définis, je donne mon point de départ. J'ai peut-être une hypothèse, une théorie, un modèle que je dis, bon, ma théorie c'est que, voilà, c'est la même couleur, mais certaines personnes le voient d'une manière, d'autres de non, je ne sais pas quoi, ça peut être la génétique. Voilà. Donc j'ai une théorie, j'ai des paramètres qui décrivent cette théorie ou ce modèle, et puis après je dois définir des méthodes. Comment maintenant je vais tester cette théorie, et c'est là où j'ai, par exemple, différentes possibilités. Par exemple, je vais agir sur mon environnement, la vérité objective, par une expérience contrôlée. Ce qu'on appelle une expérience contrôlée. C'est un des trois types d'expériences où j'ai des variables. Donc je modifie mon environnement, ma vérité, je la modifie de manière contrôlée et je regarde quelle est la réaction de cet environnement. Donc j'ai des variables dépendantes qui sortent de là, qui passent à travers les mêmes filtres, hein, parce que de toute manière, il y aura des filtres. Je dois construire un instrument, ou alors tout simplement par regarder, voir, etc. Donc, ces variables, et puis du coup, voilà, notre vérité, elle est... Voilà. Il y a un autre type d'expérience, c'est l'expérience naturelle.
Donc là, on ne peut pas agir, et je vais faire des exemples pour ça aussi, on ne peut pas agir sur notre environnement, ou ce qu'on veut observer, on ne peut pas aller le modifier, soit parce qu'il est trop petit, soit parce qu'il est trop loin, trop distant, ou il y a d'autres raisons pourquoi on ne peut pas le faire. Donc on doit se limiter à agir sur nos instruments, sur nos filtres. On peut les modifier, on peut les améliorer, on peut les changer. Il y a un troisième type d'expérience, c'est, vous savez? Non? L'expérience de la pensée ou de penser. Donc on n'a pas la possibilité d'agir sur l'environnement, on n'a pas la possibilité, ou on ne veut pas, peut-être on n'a pas la possibilité d'investir dans un instrument parce que c'est beaucoup trop cher. Alors peut-être il y a une expérience de la pensée, on se fait un cas de figure précis, méthode, paramètres, hypothèses, etc. Et on essaye de tester l'autoconsistance de notre modèle. Parce que notre modèle, même si on ne peut pas faire des tests supplémentaires, au moins, il doit être consistant avec tous ceux qu'on connaît, qu'on a vus déjà. Donc au moins ça. Et ça, on appelle l'expérience de pensée. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que peut-être on peut corriger nos sous-ensembles de faits subjectifs. Donc, on avait une distorsion, on la corrige, ou on peut, mais elle est déjà, ou le nuage a déjà disparu, voilà, où on peut lever certains doutes, on peut réduire le bruit, on peut clarifier une mesure. Voilà, ça c'est l'expérience scientifique que moi, je me suis construit pendant ces dernières semaines. Et je crois que, voilà, il y a probablement des erreurs ou des choses qu'on pourrait ne pas partager, mais j'ai trouvé que ça donne une image plutôt complète de qu'est-ce que c'est une possible définition de la vérité et de l'expérience scientifique. Alors, un truc que j'ai réalisé pendant ces semaines-là, c'est que la langue française a une particularité. Parce que ce qu'on appelle ici expérience et vérité, justement, il y a l'expérience théologique, mais il y a l'expérience, disons, celle... je ne vais pas parler, je vais juste montrer qu'il y a une différence dans les autres langues entre expérience, j'ai oublié, donc entre l'expérience générique, une expérience qu'on fait, et l'expérience scientifique. En anglais, experiment, c'est l'expérience scientifique. Experience and experiment. En allemand, Erfahrung, Erlebnis, pour l'expérience personnelle, mais l'expérience scientifique, c'est experiment. En italien, la même chose. Esperienza, esperimento. D'accord? En espagnol, experiencia et experimento. Alors, il y a certainement des gens qui parlent grec. Non? Oui, alors? Voilà, donc ce n'est pas le même mot, on est d'accord? Voilà. Voilà, tu vas pour le chinois. Oui. Alors le russe, c'est quoi? Obrit, un truc comme ça. Et expérimente, je crois. Le chinois. J'ai juste cherché les symboles. C'est qui parle le chinois, tu as dit? Non, personne. Ah, personne. Bon, moi j'ai juste constaté que ce n'est pas le même symbole. Là. Voilà, Bon, merci beaucoup deepl.com. C'est absolument génial. Et puis on peut cliquer dessus et ça le prononce. C'est vraiment génial. Voilà. Mais juste pour dire que quelque chose qui, dans la langue française, utilise le même mot, eh bien, dans toutes les autres langues, c'est différent. Toutes les autres langues que je connais, et en plus peut-être. Voilà. Je ne connais pas le russe et le chinois et le grec. Donc ça montre aussi que peut-être il y a une petite ambiguïté sur laquelle on a joué aussi pour ce cours-là, non? C'est expérience et vérité, c'est une ambiguïté avec laquelle on joue, et c'est super important parce que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir pourquoi c'est le même mot.
Et il y a effectivement des similitudes. Si on va... Ouh là là, pardon. Toc, toc, toc. Le nuage, oui, bon. Je suis allé dans la mauvaise direction. Voilà, j'y suis presque. Ça m'a pris 2 heures pour faire cette slide. Voilà. Donc, si on revient là, j'ai l'impression que la partie expérience, donc la première partie, expérience personnelle, c'est peut-être la partie haute, et puis expérience scientifique, ça inclut cette partie en bas. OK? Alors, je me suis donné des définitions possibles. Je suis sûr que quelqu'un d'autre a défini beaucoup mieux que moi, mais bon, c'était un exercice pour moi, je me suis défié. La vérité scientifique est un ensemble de réalités objectives, c'est-à-dire des faits qui sont vrais, indépendamment de modèles, et c'est-à-dire de qui, quoi et comment les regarde aussi. Donc c'est des faits objectifs absolus. Ça ne peut pas dépendre de comment on les regarde ou qui les regarde, sinon ce n'est pas une vérité objective. Donc ils sont vrais de manière absolue. Une expérience scientifique, c'est une projection, une image, une projection, ce qu'on veut, partielle de cette vérité, ou de ces sous-ensembles, donc de faits individuels, dans un espace de dimension inférieure. Ça a l'air mathématique, mais c'est juste que j'imagine que la vérité est beaucoup plus complexe de ce qu'on ne pourra jamais observer. On pourra observer seulement une partie. Donc c'est pour ça que je l'appelle des dimensions inférieures ou égales de celle de la vérité avec le grand V. Le résultat est une réalité subjective. Donc on peut faire ce qu'on veut. De toute manière, on ne recevra que une image subjective de cette vérité. Et puis une théorie, un modèle, est une interprétation, une image. Je parle aussi d'image parce que c'est l'image de la planète extrasolaire. Donc en réalité, c'est une interprétation qu'on donne à ce qu'on a observé de la vérité à partir des résultats et de ses projections, expériences. Il reste valable tant qu'il ne contredise d'autres résultats. Donc c'est ça la puissance aussi du Gedanken Experiment, donc il faut que ça soit autoconsistant, sont reproductibles et que leurs prédictions, donc si on fait des prédictions et on peut les tester, eh bien, il faut que ça s'avère, sinon le modèle, la théorie, est fausse. Et donc, ça ne peut pas être une bonne image de la vérité. Vous m'arrêtez hein, si je dis trop de conneries. Voilà. Alors, voilà, donc je reviens là. Et là, je vais... Ah non, ça, oui. Je vais revenir sur la question de la vérité objective. Parce que même ça, en science, on ne sait pas. Okay? Qu'est-ce que c'est la vérité objective? Est-ce qu'elle existe, la vérité objective? Et ça, c'est une... comment dire? C'est surtout quand on entre dans la physique quantique, ben ça a posé un questionnement continu avec finalement pas de solution unique. Hein, donc on est dans l'interprétation. Et là, je vais vous présenter, vous le connaissez certainement, ou certains d'entre vous le connaissent, c'est le paradoxe de Schrödinger, ou le chat de Schrödinger. Alors, bon, pas tout le monde aime ce chat, mais c'est parce que c'est un paradoxe, et parce qu'il a été fait justement pour provoquer un tout petit peu. Il a été pensé par Schrödinger pour montrer quoi? Voilà. Que peut-être la vérité, si on va à l'extrême de la physique quantique, ben, ça veut dire que le chat, vous le verrez tout de suite, n'est ni vivant ni mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait l'expérience ici? L'expérience, il y a une source radioactive qui se décompose, puis si elle détecte une particule, elle va déclencher un marteau qui tombe sur du cyanure, je ne sais pas quoi, qui tue le chat. Tout ça est dans une boîte.
la demi-vie de ces particules, c'est à peu près 10 minutes. Donc la boîte, elle est fermée, et on peut l'ouvrir à un certain moment, mais on ne sait pas si le chat est vivant ou il est mort. Et c'est au moment où on l'ouvre qu'on le découvre. Ça, c'est l'expérience. Et pourquoi ils ont fait ce Gedankenexperiment? C'est parce qu'ils disent, voilà, l'état de la particule est indéfini en physique quantique. Comme on a, elle peut être là ou pas là, pendant ces 10 minutes ou les 15 minutes, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, eh bien, l'état est indéfini, et donc l'état du chat est aussi indéfini. Le chat n'est ni vivant, ni mort, ou il est les deux en même temps. C'est une superposition de l'état vivant et mort du chat. Et ça, vous le sentez. J'imagine, en tout cas, ça n'a aucun sens. OK? C'est exactement ce qu'il voulait transmettre. Le chat, il est soit vivant, soit mort. C'est juste parce qu'on n'a pas regardé. Hein? C'est ça que... Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer les deux choses. On ne peut pas dire s'il est vraiment vivant ou vraiment mort tant qu'on n'ouvre pas. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et voilà, c'est tout. Alors, ça, on peut aller jusqu'à... Il y a différentes... Là, vous allez sur Wikipédia, c'est vraiment génial, Wikipédia. Voilà, vous trouvez toutes ces différentes interprétations de ce chat de Schrödinger, de cette situation. Il y a le positivisme, disent non, mais bon, c'est juste... Les états, la fonction d'onde, c'est juste une description de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est juste une description de la réalité. Et donc, il n'y a pas besoin d'en discuter, parce que c'est juste une description. Ou alors d'autres qui disent, mais non, c'est vraiment... Ça, c'est l'autre extrême. Elle n'est pas définie, la réalité. Donc, l'état du chat n'est pas défini. Et c'est au moment où on le mesure qu'il est défini. C'est comme la vitesse et la position. Alors ça, c'est dans une des conséquences. Est-ce que la vitesse et la position ne peuvent pas être mesurées simultanément? Parce que si on mesure la position, on détruit l'information sur la vitesse. Ou est-ce que c'est tout simplement, on ne peut pas le mesurer et c'est tout, mais ils sont connus. Il y a un Dieu qui le connaît. Alors, c'est ça toute la question. Voilà. Et bon, on ne peut pas y répondre. À la fin, c'est une question d'interprétation. Mais, voilà, ça me amène à l'autre, parce que, voilà, déjà, la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Dans ce cas-là, est-ce qu'il est vivant, il est mort, il est entre les deux? Et puis, il y a une autre chose qui dérangeait Einstein, c'est qu'il y avait cette notion aléatoire, de probabilité. Parce que, il y a la fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé okay ». Parce que, dit non mais, c'est quand même dérangeant. Je peux comprendre qu'on ne le sache pas, mais que ce soit, en gros, du pur hasard, si le chat il est mort ou vivant, ou que, encore pire, que c'est la mesure qui définit l'état. Ça veut dire que c'est au moment où on ouvre la boîte qu'on tue le chat, ou pas. C'est assez dérangeant. Et ça dérangeait extrêmement... et que ce soit un produit du hasard. Ça dérangeait énormément Einstein, et c'est là où il s'est posé, il a fait un Gedankenexperiment. Je vous suggère, alors, ces 2 pages, si je me souviens bien, ces 2 pages, ce papier de 1935, de Einstein, Podolsky et Rosenberg, c'est incroyable. C'est tellement bien écrit. Vous voyez, il parle de réalité objective.
toute cette phrase-là. Donc il l'amène vraiment sur un terrain très philosophique. Mais tout le papier est comme ça et c'est vraiment beau à lire. Après, je ne suis pas sûr que ce soit complètement 100% correct parce que aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler Nicolas Guisan, il avait donné sa leçon d'adieu. Il y a eu aussi le prix Nobel cette année pour justement l'intrication quantique. Mais on peut démontrer que ces événements sont effectivement aléatoires. Ça, on peut le démontrer. OK ? Mais, donc, surtout au niveau, on parle au niveau quantique, au niveau des particules. Alors, mais eux, donc, ils voulaient démontrer qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, ils ont dit, bon, faisons un Gedankenexperiment, une expérience. Il y a un atome qui émet 2 photons intriqués. Intriqués, ça veut dire qu'il y a par exemple la polarisation, il y en a un photon qui est polarisé vers le haut, l'autre vers le bas, le spin, ou ce que vous voulez. Donc c'est parce que, en gros, au départ, c'était 0. Donc si on produit 2 particules, à cause de la conservation, il y a une particule qui doit être polarisée d'un côté et l'autre de l'autre côté, pour que ça donne à nouveau 0. Ça doit être comme ça pour question de conservation d'énergie ou conservation tout simplement de grandeur physique. Bon, ils sont là, et maintenant on les amène très loin. C'est dans la tête, on est d'accord, on ne peut pas le faire. Ça, c'est un des exemples où on ne peut pas le faire. Donc, on fait un Gedankenexperiment parce qu'on pratique, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, on l'amène très loin. Et chaque photon est décrit par une probabilité. Donc, il a la probabilité d'être 50% de probabilité d'être comme ça et 50% comme ça. Les deux ont la même probabilité d'être comme ça ou comme ça. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que s'il y en a un qui est comme ça, l'autre, il est dans l'autre direction. Ça doit être comme ça. Donc, qu'est-ce que dit Einstein et compagnie? Bon, alors maintenant, on mesure ce photon-là, l'expérience, la mesure définit son état, et immédiatement, l'état de l'autre doit être défini. Immédiatement. Parce qu'on le connaît. Parce que là, dès qu'on le sait, l'autre, on doit le savoir aussi. Mais du coup, l'information, elle est envoyée à une vitesse plus grande que la lumière, et il y a une contradiction. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon. On peut démontrer que ce n'est pas une contradiction et que les événements sont aléatoires. On peut le faire aujourd'hui. Il y a les différentes expériences, justement, qui ont mérité le prix Nobel, et c'est tout. Donc, il y a, dans cette Gedankenexperiment, il y a un petit bug. Je ne suis pas un expert, donc peut-être il y a un physicien quantique, non? Alors, je peux dire ce que je veux. Bon, alors, c'est qu'il y a l'aspect de localisation. Donc, on suppose qu'on doit transmettre, ou que l'information, elle est soit localisée, donc on doit transmettre l'information de manière instantanée, mais en réalité, si j'ai bien compris ce que disait Nicolas Guisan, justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas démontrer que l'information est transmise à une vitesse supérieure à la lumière, parce que pour pouvoir le démontrer, il faut échanger de l'information qui est limitée par la vitesse de la lumière. Donc, on ne pourra jamais démontrer le contraire. Et c'est ça le problème du Gedankenexperiment, si j'ai bien compris. Bon, laisse tomber ça, c'est trop compliqué. Oui. Il y a une chose. Oui. Normalement, dans la physique normale, on a 2 états. Oui ou non. Pas ça. Dans la physique quantique, on a un 3e état qui peut être et oui et non. Non, mais justement, ça c'est un grand débat philosophique. Ce n'est pas un état. C'est un mélange d'états. Vous ne pourriez jamais observer cet état mélangé. Vous pouvez que observer l'état comme ça ou l'état comme ça, mais pas l'état observé. Il existe seulement
soit dans une vérité objective, absolue, soit dans le modèle. Mais pas, vous ne pouvez pas l'observer. Et on vient au temps réel. Parce que pour l'observer, on dit que c'est en même temps. Mais c'est pas... Non, mais justement, c'est là où le bug du Gedanken Experiment. C'est là où il faut faire attention dans toute expérience. L'expérience qu'on contrôle bien les paramètres et qu'on ait bien vérifié les hypothèses et tout ça. Okay. Sinon, peut-être que ce n'est pas faux, mais on ne peut pas démontrer que c'est vrai. Bon, l'expérience contrôlée, ça va vite, là, c'est facile. J'ai cherché un exemple. Voilà, expérience contrôlée, ça veut dire quoi? On va agir sur notre environnement, cette fois-ci. On va changer des variables et on va regarder comment réagit par les variables dépendantes, comment réagit le système. Et là, c'est très simple, il y a une théorie que ouais, si on donne de l'eau au grain, ça pousse mieux que si on ne donne pas. Ok, c'est une théorie. Et vous dites, par vos expériences personnelles, vous dites oui, oui, mais c'est bien sûr comme ça. Donc vous n'allez peut-être pas le tester. Mais si on veut être scientifique, eh bien, il faut faire l'expérience. On fait l'expérience, on met des petits grains, comme ça, graines d'haricots par pot, de la même quantité. Après, on fait... Ça, c'est le contrôle. C'est ce que le contrôle pourrait aussi dire qu'il y a différents types de contrôle. Hein. On met de l'eau dans un pot et pas dans l'autre, et puis on voit, ça c'est la variable indépendante, eau, quantité d'eau, et là, la variable dépendante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le nombre de graines germées. Voilà. Facile, on est d'accord? Voilà, bon. C'est plus facile que la couleur de mon manteau, en tout cas, c'est sûr. Alors, je viens à l'expérience... Oh là là, mais incroyable! À l'expérience naturelle. Voilà, ça c'est plus facile pour moi, je dois dire. Voilà. Parce que là, je peux montrer les belles photos de l'astronomie. Parce que l'expérience naturelle, l'astronomie, c'est par excellence l'expérience naturelle. Parce qu'on n'a pas de moyen d'aller agir sur une autre étoile ou sur d'autres planètes. C'est trop distant. Le temps pour y arriver, même avec la lumière, c'est trop long. Donc on n'a pas de moyen. Donc ce qu'on fait, c'est on subit des informations que l'univers va nous envoyer, et puis on essaye, avec nos yeux, avec nos instruments, de capter les différents bouts de vérité ou de réalité. Alors là, vous voyez, ça j'ai piqué, peut-être il y a quelqu'un qui a assisté à la conférence de Pascal Hoesch sur le JWST récemment, c'était mardi, donc je lui ai piqué quelques images parce qu'elles sont tellement belles. Ça, c'est depuis le Kornegrad, on regarde sur le Cervin, et qu'est-ce qu'on voit par-dessus? La Voie lactée. Qu'est-ce que c'est la Voie lactée? Pardon? C'est une galaxie, c'est une autre galaxie. OK? Alors, vu du haut, c'est peut-être une galaxie spirale comme ça, et nous trouvons, si on regarde du haut la galaxie, nous trouvons à peu près à 2/3 de distance du centre, avec notre Soleil, avec notre planète Terre, et on regarde, on voit la galaxie par la tranche, et on voit cette bande. Alors, vous vous rendez compte combien d'informations implicites qu'il y avait dans ces quelques phrases, et dans ces quelques images. Donc, si vous viviez il y a quelques centaines d'années, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une galaxie. Déjà, une étoile, on n'est pas sûr de qu'est-ce que c'est. Déjà, on ne pourrait pas prendre de photos. Mais alors, déjà, s'imaginer une galaxie vue par le haut et nous, là-dedans, c'est complètement impensable. Donc, c'est tout. Dans ces quelques phrases qu'on a échangées ici, on a mis plein de vérités ou de réalités subjectives dedans pour se créer une image comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Dans cette
dans les galaxies, il y a de 100 à 400 milliards d'étoiles. Et on sait aujourd'hui que chaque étoile a probablement une planète. Donc c'est énorme. Bon, ça c'est notre galaxie. Et quand on a des beaux télescopes, on peut observer d'autres galaxies, des galaxies voisines, ou pas si voisines que ça. Et elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Alors, on peut se demander pourquoi cette différence? D'où vient? Donc, vous voyez, si vous voulez, ça c'est tous des petits bouts de réalité subjective qu'on a. Et puis, il faut le mettre ensemble. Il faut peut-être avoir une théorie de quelle est la formation de ces galaxies. Comment elles se forment? Est-ce que la forme donne une idée sur l'âge? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que notre univers a un âge, qu'il n'est pas rigide, il n'est pas immuable, qu'il y a eu un Big Bang. Mais là, à nouveau, c'est le produit de plusieurs expériences, tout ça. Bon, et on peut se poser la question, combien de galaxies il y a dans notre univers? Alors, comment vous répondriez à cette question? Une infinité. Mais si vous voulez savoir, si vous voulez donner une réponse à cette question, qu'est-ce que vous feriez? Je ne peux pas les compter. Pourquoi pas? Mais vous avez dit, hein, il faudrait les compter. C'est ce que vous avez dit implicitement. Oui. Oui. Mais vous vous êtes autocensuré. Ah, on ne peut pas les compter. Alors on peut les compter. Voilà. Ça, c'est un bout du ciel. La Lune, c'est juste pour donner l'échelle de ce bout de ciel. Et il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée, une fois que le Hubble Space Telescope a été lancé, il y a 30 ans désormais, a dit, bon, c'était le responsable scientifique de la mission. Et il avait ce qu'on appelle du temps garanti. Il avait à disposition 2 semaines d'observation avec Hubble. Et il avait le droit de proposer un programme. Pendant 2 semaines, il pourrait dire, oui, vous me pointez là, là et là, là. Et il s'est posé cette question-là. Il a dit, voilà, combien de galaxies il y a, ce n'est pas seulement ces questions-là, hein, mais c'était une des questions. Combien de galaxies il y a dans l'univers? Bon, on sait, mais on suppose aussi que l'univers soit infini, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un tout petit bout de ciel où il n'y a pratiquement rien, où c'est noir, on ne voit rien, on ne voit pas d'étoiles, on ne voit rien. Okay? On le choisit et on pointe le télescope pendant 2 semaines. Là-dessus, on fait une longue pause qu'on appelle en photographie, on ne fait que ça. Pendant 2 semaines, on regarde ce bout-là. On laisse l'obturateur ouvert pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'on verra? Ça. Okay? Le Hubble Deep Field, champ profond. C'est des centaines de galaxies. Ça, vous pouvez le compter. Voilà. Vous le comptez, on arrive à un certain nombre, puis on revient là. On sait quelle est la taille de ce carré orange sur le ciel, puis on multiplie par la taille totale. Vous faites une extrapolation, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. De toute manière, c'est jamais la vérité. On essaie juste de l'approcher. Voilà. Le Hubble Space Telescope et le Deep Field. Alors, très rapidement, je crois, parce que j'ai presque épuisé mon temps, vous avez peut-être entendu qu'on essaie de faire mieux. On change nos filtres, nos instruments. Donc, le Hubble Space Telescope, il faisait seulement 2,5 mètres. Son miroir, il coûtait seulement 2 milliards. Donc, on a dit, OK, on va faire un truc plus grand. On a fait le James Webb Space Telescope, qui vient d'être lancé c'était à Noël dernier. C'est un télescope de 6 mètres, donc le miroir fait à peu près cette taille-là, juste le miroir. C'est d'une complexité incroyable, ce télescope. Alors il a été cher, mais il faut aussi comprendre que
ben voilà, il était trop grand pour rentrer dans la fusée, donc il fallait le plier, il fallait le déployer, et puis il fallait que les miroirs, ces hexagones, qui sont tous de l'ordre du mètre, soient alignés avec 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu. Bon. Et ça, après avoir subi 6 jets de vibration pendant le lancement. Et ça, c'est juste un seul problème. Pendant toute la phase de lancement jusqu'au déploiement et au début des observations, il y a eu 368 single point failures, possibilité de single point failures. Donc de défauts, de problèmes qui, s'ils étaient arrivés, ça aurait tué toute la mission. Il y en avait 368. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Mais les résultats sont magnifiques. Juste très rapidement, le miroir du James Webb Space Telescope, le miroir de 2,4 mètres du Hubble Space Telescope et un autre satellite qui travaillait dans la lumière infrarouge, donc pas visible, la lumière infrarouge, le Spitzer, 0,85 mètres, je dis par seconde, déformation professionnelle. Voilà, donc 0,85 mètres. Et puis il y a eu toutes ces phases-là de déploiement avec un écran radiatif qui est donc le Soleil dans cette direction-là, qui fait la taille de terrain de tennis. Juste l'écran radiatif pour éviter que le télescope soit réchauffé par le Soleil. Vraiment incroyable. Et ça, c'est une des images du James. C'est une des images. Elles sont toutes fantastiques. Je vous montrerai encore quelques-unes. On voit vraiment d'une profondeur. On va vraiment au tout début de l'univers, jusqu'au moment où l'univers était encore opaque et on ne peut pas voir plus loin. Et ça en quelques heures d'exposition. C'est vraiment magnifique. Vous voyez tous les détails des galaxies déformées. Alors, ah oui, je vous ai montré, je reviens à l'expérience naturelle et au changement des filtres. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça, on a changé l'instrument. À la même longueur d'onde, la même fréquence, la même couleur de lumière, vous regardez l'image à la même longueur d'onde, mais avec l'autre télescope, le Spitzer télescope, c'est ça. Vous voyez que le petit nuage sur mon mosaïque, mon puzzle de vérité subjective, voilà. Donc ça, oups. Ça fait une sacrée différence. Hein. Donc je crois que les milliards investis, ça vaut la peine. Ça, c'est juste les premières images. Il y a encore une autre. Ça, c'est des nuages, c'est dans le nuage d'Orion, des zones de gaz et de poussière où il y a de la formation stellaire. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est le même télescope, mais observé à différentes couleurs, différents filtres. Et ce n'est pas seulement que les couleurs sont différentes ou que c'est plus esthétique ou pas, c'est qu'on voit d'autres choses. Là, vous voyez la surface de ces nuages, parce que c'est de la poussière, la lumière visible ne passe pas à travers. Dans l'infrarouge, la poussière n'absorbe plus, donc on voit à travers les nuages. Et si on va encore plus loin en couleur, dans l'infrarouge lointain, bien on commence à voir le gaz qui émet lui-même de la lumière. Donc on commence à voir le gaz. Donc en changeant le filtre, on peut voir différentes choses et on peut reconstituer encore quelques pièces de puzzle. Ça, c'est une petite partie aussi d'un nuage de formation stellaire. James Webb, Hubble. James Webb, Hubble. Regardez le niveau de détail qu'on voit en plus. On dirait une image d'artiste. Mais non, ça c'est une photo. Voilà. OK. Et puis là, bien sûr, le nombre de choses qu'on peut apprendre, tout simplement en regardant les détails. Vous voyez une galaxie déformée par des lentilles gravitationnelles. Donc ça c'est une autre galaxie là,
qui se trouve devant, et elle est tellement massive que même la lumière est tordue. Et donc ça fait une lentille et elle est déformée. C'est comme si on regardait à travers un verre, un objet, et puis il est déformé comme ça. On voit cette galaxie qui est déformée. Et puis on peut apprendre plein de choses sur les origines de notre univers. Voilà. Donc ça, c'était les expériences scientifiques dans ces différents modes. J'arrive vers la fin. Ça, vous l'avez déjà vu. Moi, je mets ça, cette partie-là, pour moi, c'est la méthode scientifique. Donc, il faut vérifier, revérifier. Voilà. Donc, une théorie, on fait des prédictions, on fait une expérience, on observe et on compare avec la théorie. C'est un cycle continu, de manière critique parce qu'on peut avoir des erreurs. Donc le moteur de tout ça, c'est le doute. Okay? La pensée critique ou le doute. Dans mes conclusions, je me suis fait philosophe pour un jour. Voilà. Donc la vérité et l'expérience scientifique sont inséparables de la méthode scientifique. Je parle de vérité et expérience scientifique. Hein. Donc pour moi, voilà, on ne peut pas parler de vérité scientifique, d'expérience scientifique, si on n'applique pas la méthode scientifique. On ne détient pas la vérité, on ne peut qu'être à sa recherche permanente. Je suis sûr que quelqu'un d'autre l'a dit, mais Guylain, tu me diras, ça a été certainement dit déjà avant, non? Oui, voilà, ok, bon. Je suis totalement d'accord avec ça. Et puis sans le doute, qui est le moteur de la méthode scientifique, je ne suis pas sûr, ça c'est un peu plus osé comme affirmation, mais à mon avis, dans la vérité objective, on n'est même pas sûr qu'est-ce que ça veut dire et si ça existe. C'est un débat, si on veut, philosophique. Mais si on n'a pas le doute, pour moi, ça perd tout son potentiel d'être une vérité objective. Parce que ça veut dire on n'a pas le doute, donc ça veut dire qu'on ne remet pas en question. Donc on est forcément bloqué dans une vérité subjective. Et puis après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais de dire de là que c'est une vérité absolue, ça me semble un petit peu trop. Donc pour moi, le doute, c'est plus que seulement un outil, c'est indispensable dans cette recherche de vérité objective. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Ah. Un grand merci, Francesco. Un grand merci et nous avons 10 minutes de pause. Voilà, oui. Bien, nous allons maintenant entamer la seconde partie de notre séance. Et cette séance va consister, cette partie va consister, dans un premier temps, dans un échange entre Jean-Daniel Macchi et Francesco Pepe. Et donc, sans plus tarder, et ensuite on élargira, comme vous le savez, le dialogue, la discussion. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Daniel. Oui, alors, bonjour, donc, moi je m'appelle Jean-Daniel Macchi et j'enseigne l'Ancien Testament à la faculté de théologie. Donc oui, je travaille assez loin du domaine de Francesco. Et puis donc, voilà, je vais essayer de dire 2-3 trucs. J'ai eu beaucoup de plaisir d'abord à t'écouter parce que c'est vraiment fantastique de voir au fond comment tu travailles, la façon dont tu construis ton argument. Et puis au fond, tu traites une question qui est une question intéressante et qui se pose depuis longtemps. Alors je voulais commencer peut-être par un truc, parce qu'évidemment, vous avez compris que je suis donc spécialiste de la Bible. Et puis c'est une question qu'on trouve déjà dans la Bible. Alors je ne sais pas si dans la série de conférences, vous avez déjà entendu cet exemple, mais sinon, tant pis, je l'ai préparé, je le donne quand même. Tu ne l'as pas entendu, oui, c'est bien. C'est donc c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas
texte sur lequel je travaille, mais enfin, c'est pas grave, je connais quand même un petit peu. Dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Jean, donc le récit de la condamnation à mort du Christ est assez intéressant de ce point de vue-là. Dans l'évangile de Jean, enfin dans les autres évangiles aussi, mais dans l'évangile de Jean, il est intéressant pour notre sujet, parce que l'auteur de l'évangile de Jean met en scène un dialogue où on a Pilate, qui est le chef politique, qui discute avec Jésus juste avant la condamnation. Et puis, en fait, ça se termine comme ça, il y a tout un débat, est-ce que tu es roi des Juifs ou pas? Puis évidemment, on voit bien le problème, il n'est pas tellement sur la vérité, mais il est sur la politique. Si tu es le roi des Juifs, tu es un peu mon opposant, c'est risqué, il y a probablement un problème politique. Et puis, à la fin, Jésus finit par dire, alors j'ai pris quand même le texte, il finit par dire, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, il va contredire ça, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, et encore plus intéressant, parce que Pilate, c'est toi et moi, en fait, en réalité. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et puis ça se termine comme ça. Et ensuite, Pilate finit par condamner Jésus à mort, même s'il a essayé, selon le texte, de lui sauver la peau, mais finalement, il accepte quand même de sa condamnation. Alors évidemment, c'est une vieille question. Qu'est-ce que la vérité, qui est un peu compliquée. On peut avoir l'impression qu'au fond, dans le discours de Jésus, l'idée, c'est un peu que la vérité est extérieure. Est-ce que c'est Dieu? C'est pas défini d'une certaine manière, mais peut-être quelque chose d'extérieur au cosmos, au monde, et puis il vient d'ailleurs pour donner cette vérité. Et puis, évidemment, la riposte rationnelle de Pilate est assez cinglante, d'une certaine manière. Parce qu'il faut quand même se poser la question de comment est-ce qu'on définit la vérité. Parce que toi, tu as beaucoup parlé de l'expérience aussi, mais la vérité aussi, c'est un problème à définir. Et puis, alors ça, il y a évidemment pas mal de façons de la définir, parce qu'on pourrait la définir simplement, c'est l'opposé de ce qui est faux. C'est un peu simpliste, mais enfin bon, ce serait une façon de définir. Mais il y a bon, j'ai un peu jeté un œil, et puis il y a plusieurs façons de définir la vérité. Certains disent que c'est quand... Bon, d'abord, la vérité, c'est un concept, ou c'est une représentation intellectuelle, bien entendu. Et donc, on peut définir la vérité sur la base de ce que cet énoncé intellectuel correspond à quelque chose dans le réel. Et c'est au fond un peu le noyau de ta définition, je dirais. Je pense que tu es assez d'accord avec ça. Tu peux répéter? La vérité, disons d'une certaine manière, c'est un raisonnement ou bien un concept intellectuel qui correspond au mieux à une réalité. La réalité des faits, des choses, des faits, etc. Hein. Alors, tout à fait. On dit, en gros, les signes sont blancs, l'oiseau, hein, donc, et puis, voilà, ça c'est un fait. Il peut être vrai, si on regarde tous les signes, ils sont blancs. Bon, c'est un peu, évidemment, le problème, c'est les limites de l'expérience, parce que le jour où vous tombez sur un noir, vous vous rendez compte que la définition, votre énoncé qui était apparemment vrai, est faux. Comme généralité. Ça, c'est la première chose. On peut le définir comme ça, en fait. Hein. Ou bien on peut définir une vérité comme un énoncé qui fait partie d'un système qui est cohérent d'énoncés. C'est un peu ce que tu disais avec l'expérience de la pensée. Hein, dans l'Antiquité, il y a ce fameux exemple que tout le monde connaît, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Puis vous pouvez remplacer Socrate par n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de vérifier, si un chat tous les chats sont mortels, comme tu sais, etc. Donc c'est une autre façon de définir, c'est vrai, parce que
au niveau de la pensée, on arrive à, comme ça, rendre cohérent la chose. Troisième solution, le vrai pourrait définir comme un énoncé qui fonctionne de manière satisfaisante. Et donc qui est performant. C'est ce que nous on appelle modèle. Voilà, un modèle, exactement. Oui, tout à fait. J'ai bien compris que sous-jacent, tous ces trucs, ça marche. Et puis, la théorie, elle est vraie parce que, enfin, on l'est considérée comme vraie parce que elle permet d'expliquer les choses. Et puis l'idée de réfutation, cette espèce de test de réfutation, si ça ne correspond pas, ben c'est faux. Quatrième solution, on n'a pas fini, la vérité. Alors il y a des gens qui pensent que la vérité, évidemment, est une construction sociale, contingente, fondamentalement contingente. Ce qui est considéré comme vrai dans une société n'est pas forcément vrai dans une autre. C'est ce côté social de la construction de la vérité. Et puis, on pourrait finalement, comme Jésus semblait le laisser entendre dans le discours que Jean lui attribue, c'est quelque chose d'extérieur. Donc, d'une certaine manière, qui serait à ce moment-là impossible à attraper. Si je veux dire, c'est un peu comme ça par la raison. Voilà, donc il y a pas, évidemment, la vérité n'est pas définissable de manière homogène, ça c'est un peu le problème. Si on dit que penser que la vérité est quelque chose de contingent culturellement, à ce moment-là, pour un historien, on pourrait faire l'histoire de la vérité. Hein, puisque évidemment elle évolue, elle change, on peut l'adapter. Et donc, si voilà, ça c'est la première option. Puis si au contraire, on pense que la vérité est quelque chose d'absolu, disons, ou de précis, de correspondant à une réalité objective, on pourrait dire ça comme ça. Toujours les termes sont un peu difficiles à utiliser. Alors dans ce cas-là, on ne pourra jamais faire l'histoire de la vérité, évidemment. On peut faire que l'histoire de la quête de la vérité, d'un point de vue historique. Comme ça. Donc la vérité existe comme une espèce de tout, et puis objectif, et puis on peut faire l'histoire de nous face à ça, et comme on l'approche. C'est en fait finalement assez proche de ce que tu as expliqué. Et donc ça marche très très bien. Alors maintenant, si on fait un tout petit peu de théologie... En théologie, il y a les deux façons de voir un peu d'une certaine... Enfin, il y a différentes façons de voir les choses, mais là encore, c'est un petit peu compliqué. Certains courants théologiques disent que, dans l'histoire, hein, donc je me pose en tant qu'historien d'une certaine manière de la théologie, que la connaissance ultime de la vérité, donc c'est Dieu, on peut la trouver. Peut-être je simplifie un peu, mais tant pis. On peut la trouver parce que c'est facile. Parce que la vérité, c'est Dieu. Et donc, son expression de cette vérité, c'est la nature. Donc, en fait, par la raison, en étudiant la nature, on peut accéder, ou disons essayer de tenter d'accéder à la vérité. Donc ça, c'est un courant. Thomas d'Aquin, par exemple, il dit ça. Et puis, ben évidemment, le problème, c'est que c'est vite problématique, ça. Hein, parce que, évidemment, quand on fait l'étude de la nature, et c'est au fond ce que la science montre, disons, ça ne correspond pas nécessairement au dogme de l'Église, disons. Ouais, c'est problématique pour l'Église. Exactement, pour l'Église. Pas pour la science, oui, exactement. Ça, c'est tout à fait. Mais Thomas d'Aquin, si on veut, il a l'ambition de dire, moi, je pourrais être un scientifique et je pourrais dire la vérité divine, entre guillemets. Hein, D'autres disent, bon, non, ça ne va pas du tout, parce que la vérité, elle vient de l'extérieur, d'une certaine manière. Alors ça, évidemment, le problème, c'est que qui l'a dit, qui l'a défini. On est vite dans le dogmatisme.
Ou bien alors on dit elle est inaccessible et puis on se tourne vers la mystique ou je ne sais quoi, puis on la contemple, mais on ne la comprend pas, quoi. Enfin, disons, je schématise un tout petit peu. Donc c'est un vieux problème théologique qui, au fond, est loin d'être réglé. Ça, c'est le problème un peu théologique. Après, je pense qu'il y a encore... Oui, si tu m'arrêtes, hein, si c'est trop long, mais j'ai encore juste un truc que je peux ajouter. Après, c'est plus une question... Ça, c'est une question liée à l'histoire des disciplines de sciences humaines, hors théologie. Parce que, par exemple, en histoire... Si on prend, évidemment, c'est des disciplines que je connais bien, l'histoire, parce qu'on analyse les textes de manière historique, et puis l'analyse de textes. Si on veut, l'histoire, Grandjean en a parlé, donc je pense que vous avez aussi des petites idées, mais schématiquement, la vérité en histoire, elle n'existe pas. Mais elle n'existe vraiment pas, parce que le passé a irrémédiablement disparu. Donc, on ne peut que il n'existe plus ou pas. Enfin, il a peut-être existé, mais enfin, en tout cas, il est complètement en dehors du champ d'accès. Les seuls moyens d'accéder, c'est au travers de sources imparfaites, etc., qu'on doit étudier de manière critique. On sait que ces sources sont imparfaites. Et donc, d'une certaine manière, la vérité de l'historien, c'est une vérité qui est nécessairement relative, ou en tout cas n'a rien d'absolu, parce que l'objet semble avoir complètement disparu, l'objet d'étude d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire ? On peut dire la même chose en astronomie. Hein. Ouais, ouais, justement, parce qu'en fait vous observez des trucs qui n'existent plus. Hein. Qui existent, Mais... en tout cas, on regarde dans le passé. Ouais, exactement, vous regardez dans le passé. Ouais. Et puis... Mais ça, la différence, c'est qu'on ne dit pas que la vérité n'existe pas, mais qu'on regarde une vérité. Le temps fait partie de la vérité. Ok, ouais. C'est un axe, une dimension. Ouais. Donc c'est égal si c'était dans le temps, ça reste une vérité. Ouais. Oui. Parce qu'on peut, en effet, on pourrait dire que la période historique qu'on utilise, elle a existé. Enfin, oui. Donc d'une certaine manière, il y a une certaine de vérité, mais enfin, c'est très très limité la manière dans laquelle on peut accéder à cette vérité. Et puis, oui, voilà. Enfin, disons... Oui, et ça aussi, c'est une similitude, c'est que nous aussi, on a exactement la même chose dans l'histoire. Tu ne peux pas influencer le passé. Ouais. Donc, forcément, tu peux prendre ce que tu reçois. Donc, l'astronomie, c'est identique. Ouais. On reçoit des informations et puis il faut faire avec. Et puis, j'imagine que vous faites quelque chose d'assez similaire à ce que fait l'historien. Ben, l'historien, il est obligé de se dire, avec les données que j'ai, voilà le plus probable. Probablement. C'est quelque chose dans ce genre-là qui fait comme raisonnement. Mais évidemment, c'est difficile de falsifier. Enfin, le raisonnement, il doit être cohérent, donc on est obligé d'utiliser d'autres définitions de la vérité. Il faut que le raisonnement soit cohérent ou au plus possible et non falsifiable, et enfin des choses comme ça pour pouvoir accéder à ce qui là encore nous semble dépasser complètement. Et puis, je réfléchissais à ça en pensant à mes sujets d'études où je travaille aussi sur les textes. Donc, quand on étudie un texte, quand on analyse un texte, alors là, par contre, on pourrait dire, mais alors là, eux, ils ont de la chance. Parce que les données d'études, là, on les a facilement, d'une certaine manière. Hein. C'est le texte, on l'a, et il est là, bon, etc. Et pourtant, comprendre la vérité du texte, d'une certaine manière, c'est extrêmement problématique. Même quand on a l'objet, parce qu'en fait, si tu veux, pour un texte ancien, les problèmes, c'est, il y a le problème de la langue. Si c'est un texte dans une autre langue, comment on le rend dans notre propre langue, donc comment on le traduit. Il y a alors on peut analyser comment il est organisé, sa structure. On peut se demander, est-ce que ce texte fait allusion à d'autres textes ? Est-ce qu'on est sûr qu'il fait allusion à un autre texte qu'on aurait aussi ? Dire que pour analyser un texte, il faut le contexte. Exactement, il faut le contexte. Et puis le problème du contexte, c'est que si on se demande quand le texte a été produit, question, on n'en sait rien pour les textes anciens, disons, on le cherche, on peut se poser cette question-là.
à quel public il s'adressait, et qu'est-ce que l'auteur voulait dire dans une autre situation que la mienne. Et puis au fond, moi, quand je suis en tant que lecteur, tout d'un coup, ben, je suis en moderne, évidemment. Et puis je cherche à y trouver une signification. Peut-être on pourrait appeler ça la vérité du texte ou je ne sais quoi. Mais au fond, c'est ma culture, elle va jouer un rôle énorme dans cette relation au texte. Donc là, on est plutôt dans la quatrième bullet point que j'avais sur mon papier, c'est-à-dire il y a un élément très contextuel dans la recherche. Pour des sciences comme les sciences, on pourrait dire molles, ou les sciences dites humaines, on fait de l'analyse de texte, si tu veux, d'une certaine manière. Donc on se pose aussi un peu les mêmes questions, je trouve, mais évidemment peut-être de manière un peu différente, peut-être nécessairement aussi. Parce qu'évidemment, le problème, bah, c'est comme ton chat de Schrödinger, mais C'est pas mon chat. Hein, non, j'espère que tu n'as pas mis ton chat dans une boîte pour essayer. Mais il y a ces fameux énoncés qui sont ni faux ni vrais. C'est paradoxe, assez classique, là, cette histoire du crétois. Il dit, si le crétois dit « tous les crétois sont menteurs », évidemment, c'est ni vrai ni faux. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être faux. Enfin, c'est surprenant. Donc, il y a aussi le fait que est-ce que tout énoncé peut être ou vrai ou faux, ce qui est même pas évident à montrer. Enfin voilà. Non, mais voilà, c'était juste que j'avais peut-être presque en réaction. Et puis moi, alors j'ai une question comme ça. On va rentrer. Ou bien alors, si tu me permets, dans ton slide, est-ce qu'on peut je peux remonter le truc là? Ah oui, alors par contre, faut que Voilà. Et puis c'était lequel? moi, celui le schéma, tu sais, le fameux schéma. Le fameux. Ce qui m'a bien rassuré, c'est de savoir que vous étiez aussi d'accord que la vérité objective, d'une certaine manière, n'existe pas en science non plus, d'une certaine manière. Alors, ça c'est le grand débat. Est-ce qu'elle n'existe pas ou est-ce qu'on n'est pas capable de la connaître, de toute manière? Ça, c'est exactement le problème qu'on pourrait se poser en théologie aussi. Mais en effet, la physique des particules, il y a ce débat que tu as essayé d'expliquer où, en effet, on n'est pas sûr. Oui, et on ne pourra pas le démontrer. Et on est sûr qu'on ne pourra pas le démontrer. Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Moi, je me demandais comment vous gérez, parce qu'en sciences humaines, on nous dit tout le temps la même chose. Ouais, vous travaillez très sérieusement, ça c'est super, parce qu'on a des méthodes pour étudier les textes. Ils sont des sérieux, voilà, on fait. Donc on fait la même chose que toi. On définit, on pose des hypothèses, on paramètre et puis on vérifie nos méthodes, si tu veux. Enfin, et puis il y a tout en sciences humaines, si tu veux, la vérification. On peut pas toujours la faire par l'expérience, mais on la fait par le débat, si tu veux. C'est-à-dire que le fait que les méthodes soient appliquées correctement, ben c'est Est-ce que c'est pas une partie de ça? Oui, on pourrait dire qu'il y a un peu de l'expérience de pensée là-dedans, tout à fait. Sauf que tu ne le fais pas seul, tu le fais en groupe, oui. En groupe, oui. J'en étais où? Oui, on nous dit, mais ça, c'est culturel. La méthode scientifique, c'est possible. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors là, tu me poses une colle. Est-ce qu'on pourrait poser les problèmes autrement? Alors, si tu veux je suis allé... Oui. Non, mais si tu veux, la mathématique, où il y a différents types de mathématiques aussi. Ouais. Donc, la logique aussi. Alors, c'est culturel dans le sens que il y a des axiomes. Tu dois commencer quelque part. Tu ne peux pas... Il y a certaines choses que tu ne peux pas déduire. Donc, tu dois commencer quelque part. Donc, dans ce sens-là, c'est culturel ou le modèle fait partie de ta vérité subjective. Donc, c'est clair que c'est pour ça que tu ne pourras jamais que tester l'autoconsistance. Et c'est tout. Après, on peut te dire, écoutez, la réalité où il y a un modèle qui marche beaucoup mieux. Et tu vas vérifier, tu fais l'expérience, tu regardes,
et ça marche beaucoup mieux, et donc tu adoptes l'autre. Et si ta méthode ici est différente, mais tu arrives à... Il y a quand même la méthode scientifique, après je regardais, il y a différentes définitions, mais le fait que ça soit... tu vois, il faut que ça soit logique, il faut que ça ne se contredit pas, il faut que ça soit prédictible. Eh bien, ça, je pense que... Est-ce que c'est culturel? J'ai l'impression que... Non. C'est peut-être le problème, le point sur lequel j'ai le plus de problèmes quand je discute avec quelqu'un. Et ça, c'est peut-être subjectif aussi. Mais alors que je peux très très bien accepter une opinion ou une vérité différente, j'ai de la peine à accepter si quelqu'un me fait une argumentation qui ne tient pas la route. Tu vois, s'il y a des contradictions dans les hypothèses, et puis tu essayes de discuter, tu essayes d'argumenter, et tu vois qu'il y a des contradictions, eh bien là j'ai un problème, personnellement. J'ai de la peine à accepter ça. Alors est-ce que c'est, à nouveau, c'est peut-être parce que je ne veux pas voir qu'il y a d'autres réalités, peut-être, hein, ça je ne suis pas capable de dire. Mais je crois que s'il y a quelque chose qui est relativement absolu, si on peut le dire comme ça, c'est la méthode scientifique. Il y a très peu de marge de manœuvre là-dedans. Les tests, voilà, de dire, ok, je fais une hypothèse, maintenant je vais la vérifier. Ouais. Il y a très peu de doutes sur la méthode. Par contre, tu dois avoir des doutes que tu n'aies pas fait une erreur quelque part. Tu dois, à chaque moment, tu dois douter de ton modèle, tu dois douter de tes paramètres, tu dois douter de ta méthode. Ça, tu dois le faire. Mais de la méthode scientifique elle-même, il me semble... Personnellement, j'aurais de la peine à lâcher cette partie-là. C'est très personnel. Oui, non, mais tout à fait. Et puis je pense qu'en effet, si on commence à douter de ça, enfin, c'est toujours le problème des vérités alternatives, quoi. Oui. Disons là, oui. En effet, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Exactement. Peut-être que ce qui est culturel dans l'établissement de la méthode scientifique, c'est que ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'il a fallu un travail de l'humanité sur elle-même pour préparer l'instrument qu'est l'entendement, l'intelligence. Elle n'est pas déployée, toute prête, au moment où les sapiens sapiens sont apparus. On a d'abord tâtonné à travers en fait, nos outils initiaux, ce sont les sensations et les impressions que la réalité fait sur nous. Et utiliser l'instrument de l'intelligence, les instruments de la cohérence intellectuelle, pour aborder, analyser et étudier ce qui vient à nous et les informations qui nous viennent, c'est pas premier. Oui. Ça s'élabore petit à petit. Avec en fait en particulier la mise en place de civilisations, c'est-à-dire aussi d'une vie sédentaire. Prends la partie haute jusque-là, c'est très tôt. Mais cette partie-là, elle vient plus tard. On doit le développer. La méthode scientifique, justement, comme tu le dis, c'est clair, ça vient... J'imagine que dans l'histoire, ça ne vient pas tout de suite. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la science... Voilà, tu te bases là-dessus. Ouais, quand tu discutes avec quelqu'un qui dit la Terre, elle est plate, tu peux l'accepter s'il t'amène des bons arguments. Mais si tu vois qu'il y a... La méthode, l'argumentation, elle n'est pas scientifique, tu dis, écoute, arrête, ça ne sert à rien de discuter. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu le présupposé des Lumières, c'est-à-dire la primauté de la raison, en fait. C'est-à-dire c'est ça, en effet, qui est important. Et je pense là, dans la discussion, évidemment, avec les platistes, j'imagine bien que le problème est sans fin, quoi. Mais en effet, parce que c'est des raisonnements qui sont parfois circulaires, et ce qui est difficile, je pense que ce qui est compliqué à démonter dans ces arguments, c'est justement comme ils sont circulaires. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est là où on détecte tout de suite le bug quand on donne un argument, un contre-argument, et puis on dit « tu es un manipulateur » ou
c'est un complot. À ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est la manière la plus simple de sortir de la méthode stricte et de l'argumentation. On dit, ouais, non, mais c'est un complot. Ou tu es en train de me manipuler. Voilà. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. On essaie d'utiliser la méthode scientifique et puis la discussion s'arrête au moment où, justement, quelqu'un d'autre ne joue pas le jeu de cette approche. Et puis là, je pense que ça ne sert à rien. Ouais, Les théraplatistes, c'est vraiment un très bon exemple. Peut-être qu'on pourrait maintenant passer aux questions. Alors, il y en a déjà 2 qui se présentent. Allez-y. Oui, merci pour votre exposé. J'avais une question sur la définition de la vérité scientifique. C'est ma définition. Oui. Ah oui, votre définition, je ne sais pas si on pourrait la remettre. Oui, je crois que... Parce que ça m'a intéressé. Parce que je me suis dit, c'est votre définition, mais est-ce qu'il y a un consensus dans le monde scientifique? Pourquoi est-ce que vous avez dû faire vous-même la définition de la vérité scientifique? Mais bon, ça c'est juste... Pourquoi je l'ai fait moi-même? Alors déjà, je ne suis pas sûr que ce que j'écris ici soit le fruit de ma propre et seule pensée. D'accord, donc on baigne dans un environnement et... Maintenant, je suis physicien parce que je suis paresseux. Voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est... Une fois que j'ai compris le concept, je suis content. Alors, par inversion, si on me dit « c'est comme ça », je ne suis pas content. Ça ne me donne aucune satisfaction. Donc, je dois essayer d'arriver moi-même à quelque chose. Donc, par paresse, j'aurais pu aller lire 100 livres des meilleurs philosophes du monde et puis chercher une définition de la vérité scientifique. Et je suis sûr que j'aurais sorti une phrase beaucoup plus intelligente que ça. Mais ce n'est pas l'exercice que je voulais faire. Alors, par rapport à ça, quand vous dites des réalités objectives, c'est-à-dire des faits, et c'est ça qui m'a un peu interrogé, des faits qui sont vrais, est-ce qu'il y a des faits qui existent sans interprétation? Ça serait une première question. Puis l'autre, c'est dans la réalité. Est-ce que, du point de vue scientifique, il n'y a qu'une réalité objective ou une réalité subjective, ou la réalité pourrait n'être ni objectif ni subjectif? Ou autre chose. Moi, une autre approche de la réalité qui ne s'enfermerait pas dans la réalité objective ou subjective. Moi, j'ai une femme qui dit qu'elle n'aime pas les pensées binaires. Et là, il y a un peu une pensée binaire de la réalité qui peut être soit objective ou subjective. Est-ce que la réalité, elle n'est pas encore plus ample? Je ne dirais pas que c'est binaire, mais peut-être, à nouveau, Jean-Daniel ou Guilain, n'hésitez pas d'intervenir, hein, parce que là, je crois que c'est bien au-delà de mes compétences. Mais pour moi, ce n'est pas une question de soit l'un, soit l'autre, ou binaire. C'est plutôt, est-ce qu'il y a une vérité? C'est pour ça qu'on définit les choses, parce que les mots, même tant qu'on ne définit pas, ça dépend de nous, de comment on les interprète. Alors justement, donc pour échapper un tout petit peu de cette discussion-là, je dis que c'est des faits vrais. Et alors, ça veut dire quoi? Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce qui suit qui fait foi. C'est que ça doit être indépendant. Une vérité objective doit exister indépendamment de notre discussion maintenant. Ou indépendamment de si je la mesure ou je ne la mesure pas. Alors je ne dis pas que ça existe. Mais si une vérité objective existe, eh bien, elle doit exister indépendamment de nous et de ce qu'on est en train de discuter. Voilà, c'est tout. Oui, pardon. Et là, il y a un concept important, je pense, parce qu'en fait, on a toujours joué, on est passé d'un mot à un autre, d'un concept à un autre, qui est le concept de vérité et le concept de réalité. Et ce que je pense, moi, ce qui m'est apparu en t'écoutant, Francesco, c'est que tu identifies, ta position consiste à dire, au fond, le vrai, c'est le réel,
tel qu'il est en lui-même. Et ça dira quelque chose à notre public parce qu'on a évoqué la pensée platonicienne. Et le réel, c'est ce qui est indépendamment de nous qui le regardons. Ce que tu disais aussi, au fond, c'est que nous pourrions tous disparaître. Faisons une expérience de pensée. La conscience humaine disparaît immédiatement, instantanément, totalement. L'univers reste là. Voilà. Bon. Et au fond, c'est là que se pose la question. C'est-à-dire, au fond, ta position est de dire la vérité, c'est la réalité telle qu'elle est en elle-même. Le problème, c'est que nous pouvons bien nous rapporter à la réalité. Seulement, c'est à travers le prisme de ce que nous sommes. Et alors, on introduit, et c'est une véritable difficulté pour la pensée et pour notre condition, on introduit la binarité, c'est-à-dire le sujet et l'objet. La réalité qui existe, même si nous disparaissons, elle devient pour nous un objet. C'est-à-dire ce qui est là devant nous et que nous recevons par un certain nombre d'informations qui nous viennent. Et la grande difficulté, alors évidemment, comme ça passe par le prisme de ce que nous sommes, c'est tordu. Et pour commencer, au point de départ, c'est hyper tordu. Et en fait, petit à petit, on épure, on multiplie les perspectives, et c'est en ce sens-là que l'on a un contact plus fort avec le réel. Et du coup, dans l'assimilation que tu fais, et qui, moi, me paraît pertinent, je ne dis pas que c'est la seule possibilité. Non, il y a d'autres façons. Et d'ailleurs, Jean-Daniel le rappelait lui-même tout à l'heure. Mais au fond, dans la position que tu prends, nous avons un certain rapport au réel. Et ce rapport au réel, l'approfondissement de ce rapport au réel, est une approche de la vérité, mais qui est de toute façon, n'est pas terminable. Parce qu'il y aura toujours ce prisme et aussi la limite de nos moyens, non seulement de percevoir, mais même de comprendre. La pensée, c'est aussi un filtre. C'est un instrument, un filtre. On a des limites. Oui. Alors, on a deux questions qui viennent là. Premier. Merci de votre présentation. Écoutez, il me semble percevoir une contradiction entre la définition de la vérité scientifique que l'on vient de voir, où vous dites qu'il s'agit de faits de manière absolue, et vos conclusions, où quelque part vous rejetez l'absolu en plaçant le doute, disons, en priorité. Ce que je veux dire, c'est que, alors je comprends qu'il y a un souci par rapport au dogmatisme. Là, je peux comprendre le sens de votre conclusion. Mais il n'empêche qu'on peut aussi tourner le doute de manière pathologique. Par exemple, on peut dire que 2 plus 2 égale 4, et tout doute sur cette affirmation relève de la pathologie. Ou l'affirmation biologique, je suis né et je vais mourir, ce sont des vérités absolues, auxquelles, si on vient implanter le doute, ça relève de la pathologie. Alors que maintenant, affirmer des choses que l'on pense être vraies, mais qui ne le sont pas, et qu'on rejette le doute par rapport au dogmatisme, là, on inverse. C'est la certitude qui devient pathologique. Donc là, je perçois une contradiction, et peut-être que c'est sur cette question entre votre conclusion et votre définition de la vérité, on peut donner. Ouais, la contradiction, elle est built-in. Je la veux en tant que telle. Parce que elle est. Comment ? Vous avez dit que vous n'aimiez pas les contradictions, vous n'acceptiez pas les contradictions. J'ai pas dit ça ? Non, j'ai dit que la méthode scientifique, donc si vous avez une contradiction dans la méthode scientifique, il y a un problème. Le modèle ne peut pas être vrai. Vous avez détecté une contradiction. Donc, j'ai pas dit que j'aime pas les contradictions. J'aime pas les arguments dans l'argumentation. Ok. Maintenant, moi, je dis pas, je ne donne. À nouveau, je n'ai pas la vérité. Donc, maintenant, en tant que scientifique, c'est ça que je voulais dire avec le doute. Au moment où on arrête de chercher la vérité, au moment où on arrête de douter, peut-être il y a une autre manière de décrire, est-ce que c'est vraiment vrai ce que j'ai fait, etc. Au moment où j'arrête de faire ça, j'arrête de faire de la science, tout court. Mais surtout, je me mets sur une position dogmatique, je pense. Je dis, bon, fini, je connais déjà tout, je connais la vérité, et du coup, je dis, je me dis, c'est la vérité absolue. Il n'y a plus rien à faire. J'ai déjà tout. Alors, c'est le doute qui me fait travailler pour dire, j'essaye d'approcher la vérité
absolue et il me faut ce doute pour approcher la vérité absolue. Je distingue aussi, donc je ne dis pas que ça, ce n'est pas une vérité, je dis que c'est notre vérité, c'est une vérité subjective. Je ne dis pas que ce n'est pas une vérité, ok? C'est la seule vérité que nous pouvons percevoir et comprendre. C'est ça que je dis. Donc même s'il y a une vérité absolue, nous pouvons que comprendre. Et donc à la limite, on peut dire la vérité absolue n'existe pas ou elle existe. De toute manière, nous pouvons seulement comprendre cela. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de comprendre cela. Je suis seulement capable de comprendre cela avec mes limites. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres limites, mais moi, c'est le maximum. Et donc, du coup, voilà, là, tant que je vérifie, là, je n'accepte pas la contradiction, effectivement, parce que sinon, j'ai un problème avec ma méthode scientifique. Par contre, j'ai besoin du doute pour essayer de m'approcher le plus possible à si elle existe, à une vérité objective. C'est comme ça que je le formulerai. Après, si vous avez trouvé seulement une contradiction dans ce que j'ai dit, je suis content. Moi, j'avais une question sur où est-ce qu'on en est dans la connaissance des astres. Est-ce qu'on sait, je ne sais pas si c'est juste les astres ou les particules en général, mais sur la réflexivité de ces objets d'étude, en fait, parce que... vous devez m'aider, là. Peut-être, j'ai entendu parler de la réflexivité des astres. Maintenant, je ne sais pas à quel point... C'est quoi la réflexivité? La réflexivité, c'est la prise de conscience d'être observé d'une certaine manière. Par exemple, en sciences sociales, il y a la conscience de la présence du chercheur qui va affecter les comportements humains. Et en fait, la présence du chercheur en sciences naturelles ou des astres peut affecter le comportement des astres. Et donc, si ça serait le cas, et à quel point on le sait, ça, j'en ai pas la moindre idée, mais ça veut dire que peut-être plus on pense s'approcher de la vérité subjective, objective par notre vérité subjective, on s'écarte de la... Oui. Donc c'est la réflexivité. Oui. Je me demande si la question qui est posée n'est pas celle de l'observateur qui modifie les conditions de l'expérience. Exactement. Exactement. Ça modifie le donné qui l'observe est modifié du fait du regard. Exactement. C'est en gros, ça on appelle le modèle de l'école de Copenhague. Donc c'est Niels Bohr, etc. dans la physique quantique. Et c'est effectivement c'est la mesure ou l'observation qui influence l'état ou la vérité. Et donc oui, dans ce sens-là, dans la physique quantique, du petit, il y a dans ce modèle-là, dans cette pensée-là, il y a un échange. Donc la vérité, elle n'existe qu'à travers la mesure. OK ? Donc justement, on revient à la question de vérité objective. Il y a ceux qui disent « elle existe », sauf qu'on ne la comprend pas, ou on arrive juste à la décrire, ou ceux qui disent « non, elle n'existe pas », et c'est la mesure qui la projette dans notre système, et c'est à ce moment-là qu'on la crée, la vérité. Donc dans ce sens-là, il peut y avoir un échange au niveau microscopique. Maintenant, au niveau macroscopique, si on transpose ça au niveau macroscopique, il n'y a aucune chance qu'il y ait un échange. Parce que une étoile, c'est des milliards de particules qui se comportent toutes de manière quantique à la limite, mais l'ensemble devient un ensemble macroscopique où cet échange, il est négligeable par rapport à tout le reste. Donc, moi, en tant que physicien et astronome, en aucun moment, j'aurais l'impression qu'en observant une étoile, je la modifie. Ok, donc, mais vraiment à 22 zéros derrière la virgule. Point. Donc ça, c'est mon opinion, et je crois que physiquement, on peut le rendre plausible. Alors, une ultime question pour aujourd'hui.
Merci beaucoup. Elle est effectivement ultime, mais surtout que j'ai l'impression que c'est un peu en dehors de vos exposés. Ma question est de savoir, dans ces recherches qui se font, la découverte des galaxies, est-ce que on n'a pas encore arrivé jusqu'à maintenant à découvrir d'autres êtres pensants, des êtres de l'espèce humaine comme nous? Alors la réponse Merci. courte est non. On n'a pas encore trouvé. Ça, c'est aussi un joli exemple de type de questions ou de vérité, de questions qu'on me pose souvent quand on a des visites à l'Observatoire de Genève, etc. Mais Monsieur Pépé, est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers? Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Parce que la question n'était pas est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Parce que si on me pose cette question-là, je vais vous dire très clairement, je ne sais pas. Voilà, c'est tout simple. Scientifiquement, donc si on applique la méthode scientifique, on ne sait pas. On n'a ni de démonstration qu'il y a de la vie ailleurs, ni on a de démonstration du contraire. Donc on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que la réalité n'existe pas, donc il n'y a pas d'autre vie? Non, je dirais que probablement il y en a, mais on ne sait pas, on ne sait juste pas. Sauf que, c'est là la différence, c'est que là, ça devient une opinion, ça n'a plus rien à voir avec la méthode scientifique. Je peux vous dire, écoutez, avec le nombre d'étoiles qu'on a dans une galaxie et le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, moi, personnellement, j'ai l'impression que, comme disait Einstein, ça serait vraiment un gâchis s'il n'y avait pas d'autres. Okay. Et bon, voilà. Mais c'est juste une opinion à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est de dire, on a testé, et avec ce qu'on a testé aujourd'hui, les expériences qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on n'a pas trouvé de traces de vie ailleurs. Je ne dis même pas dans l'univers, même dans notre système solaire, en dehors de la Terre. Okay? On n'a pas trouvé. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est point, c'est fini. C'était l'ultime question? C'était l'ultime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. À Jean-Daniel Macchi, à Francesco Pepe. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Un grand merci. La semaine prochaine, certes, nous nous revoyons jeudi, mais ne manquez pas de venir écouter Beate Bengart qui nous parlera du temps